Olympe de Gouges, Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, dans l'édition Folio 2 €. Texte en faveur des femmes. Texte 1, pages 19 à 27, écrit en avril 1789. Projet utile et salutaire. Olympe de Gouges appelle à la création d'un hôpital pour les femmes sur le modèle des Invalides réservés aux militaires. J'ai écrit en faveur de ma patrie, j'ai écrit en faveur du peuple malheureux. Dans les saisons rigoureuses et dans les temps de calamité, le nombre d'ouvriers qui souffrent sans secours est formidable. Sans doute, il est horrible pour le genre humain qu'ils périssent d'une misère trop cruelle, une quantité d'hommes toujours utiles à l'État. Mais il est encore plus dangereux de les secourir avec trop de profusion. Le malheureux souffre longtemps avant que l'humanité secourable lui ait ouvert ses largesses. Pourquoi tout n'est-il chez les Français qu'indifférence, extrémité désordonnée, que fureur, enthousiasme ou cruauté? Les hommes instruits ont de la peine à se vaincre, quand une fois leur tête est exaltée. Comment le peuple dans sa fureur ne serait-il pas capable de tout? Il égorge, il incendie avec cruauté, sans être ému un seul moment de sa barbarie. Il chante, il rit, il se livre, dans ces instants d'horreur, aux plus grands excès de débauche. Et dans cette ivresse meurtrière, ce peuple effréné trouve lui-même une fin cruelle. Les observations de Réveillon et du salpêtrier du roi sur les ouvriers ont produit cette terrible catastrophe. Et cet événement funeste prouve assez combien il est difficile de faire le bien et combien tout citoyen doit trembler de l'indiquer. Le peuple en général est injuste, ingrat et finit par être rebelle. Le peuple doit être secouru dans des temps de calamité, mais si on lui donne trop dans d'autres moments, on l'expose à la paresse, on lui ravit toutes ses ressources. Ses bienfaits sont pour lui des dons funestes. Sans doute, il n'y a point de province dont les députés ne proposent des établissements ou une caisse de commerce dont le produit serait répandu sur les ouvriers sans travail dans les saisons rigoureuses et dans des temps de disette. Je ne m'étendrai pas sur cette matière. Je n'ai que de bonnes vues, et sans doute, je n'y manquerai que par les moyens. Mais la nation n'y suppléera que de reste. Si l'on indique un impôt volontaire, j'ose croire qu'on établira une caisse nationale propre à recevoir les deniers consacrés à acquitter les dettes de l'État. Cela revient à peu près à mon projet, et c'est toujours très satisfaisant pour mon cœur d'avoir proposé cette idée la première, avant qu'on eût arrêté l'époque des États généraux. Je ne parle point des autres impôts que j'ai de même proposés dans ma lettre au peuple, et dans les remarques patriotiques. S'il y en a quelques-uns qui soient d'une nature à être mis en vigueur, la nation n'en négligera point l'exécution, quel que soit le sexe de l'auteur. La véritable sagesse ne connaît ni préjugés ni prévention. Le vrai seul l'intéresse, et le bien général la guide. C'est donc à cette sagesse à qui je soumets le fruit de mes réflexions. Je l'engage à glisser sur les fautes qui fourmillent dans ses productions, et je la prie de s'arrêter un moment sur quelques nobles maximes qui les décorent et qui caractérisent le but de l'auteur. S'il pouvait espérer que la nation fît quelques réflexions utiles sur ces 3 productions patriotiques, il ne demanderait pour toute récompense que l'accomplissement d'un projet fondé sur l'humanité. Quant à celui du théâtre patriotique qui se trouve au dernier chapitre du bonheur primitif de l'homme, c'est à la nation à décider s'il est favorable aux mœurs. Tout bon citoyen convient que pour rendre à la France sa bonne constitution, il faut essentiellement s'occuper de la restauration des mœurs. Il serait donc possible de trouver un moyen intéressant. Et quel moyen plus salutaire aux hommes que celui de ses plaisirs? Quel est le théâtre de nos jours qui offre une école de mœurs? Dans tous, on trouve ce qui peut flatter et entretenir les vices. Ces horribles tréteaux ont fait la perte du peuple. On voit un ouvrier se priver de pain, abandonner son travail, sa femme et ses enfants, pour courir chez Nicolas, au dino, aux variétés, au Beaujolais, au délassement comique, et tant d'autres encore qui obèrent le peuple, qui dépravent les mœurs et qui nuisent à l'État. Certainement, la nation ne négligera point cet article. C'est peut-être le plus essentiel, et si une bonne religion a été toujours les fondements inébranlables du salut des États et des peuples, un théâtre moral dont les actrices seraient irréprochables conviendrait à la société des hommes policés, exciterait les vertus, corrigerait les libertins, et à peine 10 ans se seraient écoulés
que l'on reconnaîtrait que la bonne comédie est véritablement l'école du monde. Il y a eu plus d'une Doligny, et chacun sait que cette actrice a été irréprochable dans ses actions comme dans sa conduite. Aussi, mademoiselle Doligny fut toujours respectée, et les jeunes gens qui l'admiraient dans ses rôles s'en retournaient chez eux avec une bonne idée des femmes et du mariage, espérant qu'un jour, le sort les unirait à des femmes aussi intéressantes que cette actrice, dont son air et son ton de décence et de noblesse étaient imposants. Peut-on se dissimuler que si des actrices du théâtre patriotique réunissaient le talent aux vertus de mademoiselle Doligny, ce bon exemple n'influerait pas sur tous les autres spectacles? Mais c'est assez m'être occupé de choses frivoles, quoique cette frivolité soit devenue de nos jours la chose la plus essentielle. S'il est vrai que le spectacle soit nécessaire aux États, qu'il soit inventé pour la récréation et l'instruction des hommes, sans doute le gouvernement et la nation assemblée approuveront mon théâtre.